Alors, on va peut-être passer donc à la deuxième partie de ce colloque animé par Frédéric. Le changement climatique, on le voit, on le sait, mais comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on peut retrouver tous ces changements climatiques dans les Deux-Sèvres, en France et sur l'ensemble de la planète? Effectivement, dans la première partie, je vous ai un peu demandé de me faire confiance sans vous le dire, parce qu'en réalité, je ne vous ai pas démontré la réalité du réchauffement, ni son origine anthropique. Je vous ai simplement présenté le fait que des évolutions du climat en France et dans le département et d'un certain nombre d'indicateurs agricoles, pour l'essentiel, faisaient apparaître que pour l'essentiel, la température s'accroissait dans notre pays. Donc ça, ce n'est pas une démonstration. C'est une sorte de constat dans notre territoire et sur certains systèmes. Donc, il nous faut forcément nous pencher sur la façon dont les climatologues s'y prennent pour démontrer cette réalité de l'évolution du climat et l'origine principalement humaine pour expliquer cette évolution du climat. Comment font-ils? Alors en fait, je veux quand même rappeler une petite chose au départ, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On utilisait beaucoup à une époque l'expression effet de serre, hein, elle vaut toujours. Le principe de l'effet de serre, c'est que la présence d'une atmosphère autour de la planète, qui est transparente au rayonnement solaire dans un certain nombre de longueurs d'onde, est relativement opaque à d'autres longueurs d'onde. Et quand la Terre, la surface de la Terre, hein, pas l'atmosphère, reçoit le rayonnement solaire, elle le réémet sous forme de rayonnement infrarouge, qui n'est pas visible hein, à l'œil nu, mais que vous sentez quand vous passez le long d'un mur en fin de journée, quand la température de l'air commence à baisser, vous passez le long d'un mur à la belle saison exposé à l'ouest, vous sentez sans toucher le mur un rayonnement chaud, c'est le rayonnement infrarouge du mur que vous percevez. Donc ce principe-là, c'est le principe de l'effet de serre. L'atmosphère piège le rayonnement qui est réémis par la Terre dans des longueurs d'onde qui s'appellent l'infrarouge. C'est ce qui est symbolisé par la flèche rouge représentant le piégeage par l'atmosphère de ce rayonnement. Mais il y a une petite partie du rayonnement qui s'échappe quand même en dehors de l'atmosphère. Ce phénomène-là, d'effet de serre, existait avant que les activités humaines viennent bouleverser ces équilibres-là. Et pour vous le démontrer, je peux simplement vous dire que sans atmosphère, il ferait sur la Terre, en température moyenne, moins 18. Donc l'atmosphère, indépendamment des activités humaines, par cet effet de serre, comme une couverture si vous voulez, nous permet d'avoir un climat vivable. La température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés à peu près, hein, en moyenne sur l'ensemble du globe et sur l'ensemble de l'année. Là où la question devient épineuse, c'est est-ce que les activités humaines modifient cet équilibre par le biais des émissions humaines de gaz dits à effet de serre, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Et donc les écrans suivants vont nous permettre, j'espère, d'y voir un peu plus clair sur la démonstration faite par les climatologues. Alors le premier élément de démonstration des climatologues consiste, au travers d'un certain nombre de révélateurs, comme on l'a fait avec la vigne tout à l'heure, à faire le constat que le climat de la Terre se réchauffe. Si vous vous intéressez à ces questions, si vous suivez les médias, vous entendez dire que les minima estivaux, en fait c'est fin d'été, hein, c'est septembre, de la banquise arctique, presque année après année, deviennent de plus en plus faibles. L'étendue de la banquise en été se réduit, en hiver aussi d'ailleurs. Vous entendez dire que les glaciers de montagne diminuent, on a vu des photos tout à l'heure. Vous entendez dire que la couverture neigeuse, en moyenne montagne en particulier, se réduit en épaisseur et en durée, c'est-à-dire que la fonte est de plus en plus précoce. Vous entendez dire que la température de l'air s'accroît. Vous entendez dire que la température des océans s'accroît. Bon. En fait, il y a une quantité assez importante d'indicateurs qui sont suivis à l'échelle du globe
et qui, mis tous ensemble, alors certains sont à la hausse, par exemple la température de l'air, d'autres à la baisse, la couverture neigeuse, mais le sens de ça, c'est le même, hein, c'est que derrière, ça signifie qu'il y a un réchauffement du climat. Dans cet ensemble d'indicateurs, je vais mettre l'accent sur deux pour vous montrer un petit peu à quel point c'est révélateur d'une évolution de notre climat, sans en attribuer la responsabilité aux activités humaines à ce stade-là. Le premier, c'est la température de l'air. Alors pour nous, humains, effectivement, la température de l'air, ça semble être vraiment le révélateur ultime de l'évolution du climat. On se dit, si le climat s'échauffe, finalement, il n'y a besoin que de la température de l'air pour s'en rendre compte. Alors nous, ça nous parle beaucoup, puisqu'on vit et on respire de l'air. Mais vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas forcément le révélateur le plus important. Néanmoins, quand 4 instituts de climatologie, indépendants les uns des autres, utilisant des jeux de données différentes les unes des autres, utilisant des méthodes statistiques différentes pour corriger les données, pour combler les données manquantes, donc les couleurs vous donnent l'origine des données, ces 4 instituts arrivent à la même conclusion et avec des courbes qui se superposent d'une façon assez impressionnante, qui est que depuis 1880 jusqu'à nos jours, la température du globe s'est accrue en gros de 0,85 degrés, avec une forme que vous reconnaissez par rapport à ce qu'on a vu sur la France précédemment, et avec une échelle exprimée de la même façon, c'est-à-dire non pas en température, en valeur, mais en écart par rapport à une référence. Donc la différence entre les valeurs fin 19e et les valeurs actuelles, le delta, c'est à peu près 0,85 degrés. Donc les instituts de climatologie qui ont consigné ces observations à l'échelle planétaire, qui sont des observations sur Terre, mais aussi en mer, température de l'air, mais en mer, arrivent à cette même conclusion que la température de l'air s'accroît. Deuxième indicateur, la quantité de chaleur contenue dans les océans. Il y a depuis quelques décennies des gens dont la spécialité est l'océanographie et qui ont fait des campagnes océanographiques à l'occasion desquelles ils ont mesuré la température de l'eau. Et quand vous multipliez, pour simplifier, une température avec une masse, vous accédez à une quantité d'énergie, un contenu énergétique. Et ça, c'est déployé depuis 1950 à peu près. Au début, c'était des protocoles un peu artisanaux, si je puis dire. Ça a commencé avec des seaux d'eau qu'on remplissait depuis le bord du bateau et ensuite on prenait la température de l'eau dans le seau. C'est la raison pour laquelle les courbes réalisées par les différents instituts océanographiques de différents pays, au début, ne sont pas très superposées. Et puis, les techniques ont évolué. Et aujourd'hui, c'est la raison de cette photographie, depuis 2003, vous avez un réseau de sondes, dites Argo, ce n'est pas les balises Argos des navigateurs, hein, c'est autre chose. Vous avez un réseau de sondes qui plongent automatiquement à plusieurs centaines de mètres de profondeur, prennent la température, la salinité et le pH à plusieurs niveaux, remontent en surface, envoient leurs données par satellite à des centres de calcul, etc. Et c'est la raison pour laquelle, la mesure se systématisant, vous voyez que les courbes se rapprochent de plus en plus les unes des autres. Mais toutes ces courbes, à quelques nuances près, ont la même allure, elles montent. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder de combien elles montent, quand on calcule ce que ça représente en quantité de chaleur supplémentaire contenue dans l'océan. L'échelle, ce sont des joules, bon, on verra tout à l'heure une équivalence, et ce sont surtout des 10 puissance 22 joules, c'est-à-dire que le delta, là, entre les années 70 et aujourd'hui, c'est 10 puissance 22 joules de plus de chaleur contenue dans les océans par rapport à 1970. Donc les océans se sont réchauffés. En fait, ça représente à peine plus que 0,1 degré, mais multiplié par la masse des océans, ça fait 10 puissance 22 joules. Alors ils sont tous en train de se dire, la joule, la calorie, je ne m'en rappelle plus, etc. Alors vous allez voir, 10 puissance 22 joules, c'est la consommation d'énergie primaire de la France par an, 256 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors l'énergie primaire, ce n'est pas celle qui arrive à la prise, hein. C'est l'énergie qu'il faut pour ensuite vous envoyer de l'énergie à la prise dans votre réservoir de voiture, etc. Chaque année, la France consomme grosso modo 256 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est la consommation d'énergie primaire. Eh bien, pour avoir cet accroissement de quantité de chaleur, il faut multiplier la consommation d'énergie primaire de la France par 20 000. Donc cet indicateur-là donne tout de suite une idée
de la quantité supplémentaire d'énergie emmagasinée par la machine climatique mondiale, dont font partie les océans, en raison de l'augmentation de la température de l'air, parce que les océans se réchauffent par le contact avec la température de l'air. Et donc là, on se rend compte que les ordres de grandeur ne sont pas du tout du même ordre. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on transférait ce supplément d'énergie à l'atmosphère instantanément, ce qui n'aura jamais lieu, la température de la Terre s'échaufferait de 36 degrés. Vous voyez ? Ça représenterait la même quantité d'énergie. Et en fait, ce supplément de chaleur emmagasiné dans les océans, c'est là qu'est l'essentiel d'accumulation d'énergie et qui révèle le fait que le climat de la Terre se réchauffe. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que c'est une telle quantité d'énergie qui maintenant est stockée dans les océans que forcément elle va se libérer très progressivement. Et c'est la raison pour laquelle les évolutions climatiques que l'on constate déjà sont amenées à se poursuivre pendant un bon moment. Donc voilà deux indicateurs, un qui nous paraissait primordial parce qu'on le sent au niveau de notre peau, mais qui en fait est assez anecdotique en termes énergétiques, et un autre qui nous est presque complètement inconnu, plus tout à fait maintenant, mais qui en fait est le principal révélateur du réchauffement de la machine climatique mondiale. Donc là, alors après voilà, on pourrait continuer avec les banquises, etc. On a simplement passé rapidement en revue deux indicateurs qui révèlent le fait que le climat de la planète se réchauffe. Et là, c'est juste pour votre culture générale. Voilà, j'ai actualisé ça hier soir à l'autre. Non, j'ai oublié, c'est pas grave. 3 mai 2016, c'est pas très vieux. Voilà la façon dont étaient répartis le 3 mai 2016 les 3900 et quelques flotteurs Argo qui permettent de faire le calcul correspondant au graphe vu précédemment. Ceci juste pour vous dire que le niveau d'instrumentation de la planète aujourd'hui pour qualifier, quantifier l'évolution du climat est quelque chose d'assez considérable, porté par des organismes de recherche publique de différents pays, France, Allemagne, Japon, États-Unis, Angleterre, etc. Le deuxième élément de la démonstration des climatologues consiste à s'intéresser à la concentration en CO2 de l'atmosphère. Alors la concentration en CO2 de l'atmosphère, vous pouvez la mesurer directement, mais en gros vous allez attraper quelques décennies s'il y a quelqu'un quelque part qui a eu l'idée de commencer à mesurer ça. Et il se trouve qu'il y a un chercheur américain qui a commencé à faire ça en 1958 à Hawaï, à l'observatoire de Mauna Loa, là, un des deux volcans d'Hawaï. Après, ça s'est déployé sur d'autres sites. Mais quand vous voulez remonter sur beaucoup plus long en arrière, vous savez très bien que vous n'attraperez pas des mesures directes du CO2. Donc vous allez chercher des révélateurs indirects. Et pour ça, il y a deux techniques qui sont maintenant très consacrées, qui sont toutes les deux des techniques de carottage. L'une dans les glaces, mais les calottes glaciaires, pas les glaciers des montagnes. Je vous ai expliqué que la glace se formait par accumulation de neige. Donc plus vous descendez profond dans une calotte glaciaire, plus vous allez chercher de la glace qui s'est formée il y a longtemps. Et comme elle s'est formée par compression de neige, les molécules d'air qui étaient piégées dans les flocons au moment où ils ont été comprimés en glace, vous retrouvez ces bulles d'air dans la glace. Et les calottes glaciaires, vous les connaissez, Groenland et pôle Sud, Antarctique, permettent de remonter 400 000 ans. C'est ce graphe. On arrive à reconstituer l'évolution de la concentration en CO2 de l'atmosphère par carottage glaciaire sur 400 000 ans. Et on arrive à remonter sur presque 1 million d'années, en fait 800 000 ans, avec d'autres types de carottage qui sont des carottages sédimentaires au fond des océans. Et là, c'est plus des petites bulles d'air qu'on mesure, c'est des rapports isotopiques. Bon, en gros, c'est de la chimie de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on caractérise la composition de l'atmosphère au moment où les organismes qui se sont déposés au fond des océans et qui ont constitué les sédiments, au moment où ils se sont déposés. Donc on arrive à reconstituer la composition en CO2 de l'atmosphère terrestre sur 800 000 ans, même si ce graphe se limite à 400 000. Et sur 800 000 ans, on constate que la teneur en CO2 n'a jamais dépassé en gros 300 ppm, alors c'est l'unité de mesure, c'est pas très grave, partie par million, et que depuis à peu près 2 siècles, ou à peine plus, ça a littéralement décollé à une vitesse jamais vue en 800 000 ans, et que comme par hasard, ça se superpose très exactement à la période dite révolution industrielle, c'est-à-dire quand l'homme, avec un H majuscule, a commencé à utiliser modestement au début et de plus en plus abondamment des ressources fossiles
dont l'usage libère du CO2. Vous les connaissez, historiquement parlant, charbon, pétrole, puis gaz. Donc il y a une sorte de coïncidence voilà, qu'on a du mal à expliquer autrement que par une relation de cause à effet, même si effectivement ça ne suffit pas à démontrer, mais ça commence à nous amener dans une direction de conclusion assez forte. Quand on regarde la dernière partie de la courbe, là, celle où ça décolle, mais qu'on se réintéresse à des pas de temps beaucoup plus serrés, donc ce coup-ci sur de l'observation, eh bien on constate que la concentration en CO2 de l'atmosphère, donc mesurée ici au Mauna Loa, comme je vous le disais tout à l'heure à Hawaï, suit une trajectoire assez imparable, pour laquelle on peut quand même remarquer deux petites choses. La première, c'est que les émissions d'aujourd'hui, 2010, 2015, s'accroissent plus vite. Enfin, la concentration en CO2 actuellement s'accroît plus vite qu'elle ne s'accroissait dans les années 60, par exemple. Donc on s'est dit, tiens, c'est quand même assez surprenant. Et la deuxième chose qu'on constate, et on en verra l'explication tout à l'heure, c'est qu'il y a des dents de scie. La courbe noire, c'est un lissage sur, je ne sais plus combien, 5 ans, je crois, ou annuel. Mais les valeurs enregistrées jour après jour, c'est la courbe rouge. Et on constate des petites dents de scie. On va en voir l'explication tout à l'heure. Alors l'explication, la voilà, nouvelle animation. Je vais vous laisser découvrir ça et puis après, on prendra un petit moment pour en discuter. Voilà une reconstitution pour l'année 2006, il n'y a pas besoin de le faire sur 10 ans, de la façon dont le CO2 est émis en différents endroits du globe. C'est plus si c'est la NASA ce coup-là, à nouveau, merci. Jour après jour, vous voyez le jour défilé, alors c'est le format anglo-saxon, année, mois, jour. Donc vous voyez en rouge, en gros, les zones où est émis le CO2, et puis les volutes, là, que vous voyez, en fait c'est la circulation atmosphérique, exactement la même que quand vous regardez l'animation satellite de la météo le soir à la télé ou sur vos smartphones, alors que vous voulez. C'est la façon dont le CO2 est ensuite distribué sur l'ensemble de l'atmosphère. Alors on est au mois d'avril. Donc vous retrouvez les grands centres industriels et les grands centres de population. Vous voyez aussi que c'est une affaire qui a l'air de se jouer particulièrement dans l'hémisphère nord, en termes d'émissions. On va gentiment approcher du mois de juin. Là, on est en mai encore. Puis vous allez voir tout à coup quelque chose d'assez surprenant. Il semble que nous émettions moins de CO2. Alors ça s'explique pour deux raisons. J'ai un peu de temps parce que ça tient jusqu'en octobre, comme ça. Enfin en octobre, dans la vidéo, pas entre nous. Ça s'explique par deux raisons que vous avez forcément identifiées. On arrive dans l'été, donc l'activité de végétation, ce dont parlait Madame Sauve tout à l'heure, le piégeage de CO2 par la végétation s'accroît, et donc il y a un effet de puits, ce qu'on appelle de puits, donc de consommation, de fixation du CO2 par les plantes. Et comme c'est l'été, les besoins en chauffage et en éclairage, les jours sont plus longs et les températures plus élevées, donc ces besoins-là se réduisent, et donc notre consommation d'énergie et les émissions associées baissent. Donc la combinaison des deux fait que pendant quelques mois, l'hémisphère nord devient un bon élève. Bon, pour l'hémisphère sud, ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas beaucoup en hémisphère sud parce que ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'émissions du tout, c'est que la surface occupée par les océans est tellement importante en regard des terres que l'effet de stockage des océans, l'océan piège à peu près la moitié, pas tout à fait, mais presque la moitié des émissions humaines, cet effet est particulièrement marqué dans l'hémisphère sud, plus que dans l'hémisphère nord. Et nous voilà arrivés en octobre. Les petits frimas de l'automne recommencent. Ça commence avec des petits feux de cheminée, puis à un moment on allume la chaudière. Il faut éclairer plus, etc. Chez nous et dans les bureaux. Et on repart sur la même trajectoire qu'au début. Et donc, cet accroissement des émissions de octobre à juin de l'année d'après, dans la courbe qu'on a regardée tout à l'heure, c'est le moment où il y a la dent de scie vers le haut. Et le calme relatif de juin à octobre
c'est le moment où dans la courbe, vous avez la dent de scie vers le bas, ou plus exactement entre deux dents de scie, pour parler correctement. Donc là, vous avez vu la réalité des émissions de CO2 et de leur distribution mondiale. C'est focalisé sur le CO2. Hein. Là, les autres gaz à effet de serre ne sont pas du tout représentés. Donc vous avez vu presque en direct live, même si c'est 2006, hein, ça ne changerait pas grand-chose si on prenait 2015. Vous avez vu la façon dont le CO2 est émis et se répartit sur la planète. Vous comprenez peut-être davantage maintenant les critiques que nous font les pays dits en voie de développement et qui sont pour beaucoup dans l'hémisphère sud, parce que vous voyez où les émissions se font, en ne parlant que de CO2. Donc forcément, après, quand il faut partager un effort d'atténuation, ils peuvent vous dire, attendez, hein, moi dans mon hémisphère, c'est plutôt le calme. Hein. Et la trajectoire de la courbe noire, celle qui faisait l'économie des petites dents de scie, c'est à peu près plus 2 ou 2,5 ppm par an. Et là-dessus, il y a une régularité assez imparable, sauf que ça a quand même un peu augmenté entre les années 60 et aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 404 ppm, hein, mois de mai 2016, on va dire 400. Vous ajoutez 2 ppm par an, vous avez la concentration en CO2 de l'atmosphère terrestre dans 20 ans, et même 25, et même 30. Tellement c'est linéaire. Et il va falloir vraiment serrer la vis pour que ça commence à réagir. Alors je ferme la petite animation et j'arrive à l'avant-dernier élément de démonstration des climatologues. Dans les débats télévisés notamment auxquels on a tous pu assister, on a pu entendre par moments des arguments du type mais le climat a toujours évolué sur des temps longs, hein, en raison de facteurs naturels. Ce que les climatologues n'ont jamais nié. Et non seulement ils ne l'ont même pas nié, mais en plus ils vont vous faire l'équation. Par leurs outils de mesure plus artisanaux autrefois, plus technologiques aujourd'hui, la puissance d'émission d'activité du Soleil en direction de la Terre, aujourd'hui est mesurée par satellite. Il y a 30 ans, il y avait des observatoires astronomiques consacrés à ça. Bon, voilà. L'évolution des technologies permet de quantifier la part des différents facteurs qui influencent le climat de la planète et de traduire ça en termes de degrés de réchauffement. Alors je ne vais pas en prendre 40, hein. Je vais prendre par exemple l'activité volcanique, c'est le trait bleu. On sait parfaitement, les climatologues savent parfaitement chiffrer l'effet des éruptions, qui est un effet refroidissant, qui est de l'ordre, pour les plus grosses éruptions, donc dans les dernières, il doit y avoir Pinatubo, et genre comme ça, vous voyez, dans les années 80-90, ça entraîne des refroidissements d'à peu près 0,2 degrés pour la température de l'ensemble du globe, mais ça dure 6 mois. Et puis après, hop, ça s'atténue. L'activité solaire, les cycles de à peu près 11 ans que vous connaissez, entre un haut de cycle et un bas de cycle, il y a un écart de même pas 0,1 degré. Le seul déterminant, le seul facteur qui joue à des niveaux largement supérieurs, hein, regardez l'échelle, on est sur 0,8 degrés d'influence, mais qui surtout a une trajectoire tendancielle et non pas cyclique. Le seul, c'est le rôle des gaz à effet de serre d'origine humaine, dont l'effet est calculé par voie de modélisation. Donc la part naturelle, les parts naturelles ou humaines dans le phénomène de réchauffement sont parfaitement identifiées et quantifiées par les climatologues. Donc ils ne sont pas dans une marotte consistant à dire c'est les activités humaines et il n'y a rien d'autre. Ils listent et ils hiérarchisent les différents facteurs. Et enfin, le dernier élément de démonstration, il consiste à utiliser les outils de modélisation climatique et à regarder s'ils sont capables de reconstituer le climat de la Terre au cours des années passées. Alors on prend une série de temps assez longue, hein, 140 ans ici. On a en noir les observations, c'est les 4 courbes de couleurs qu'on a vues il y a un certain moment. Là. Ici, elles sont en noir.
Ça, ce sont les observations, c'est la température moyenne mondiale exprimée en anomalies. Vous voyez, au bout d'un moment, hein, on pige vite. Et donc, c'est le référentiel pour lequel on va essayer de voir si les modèles climatiques, donc les outils des climatologues, sont dans les clous ou pas dans les clous. Quand, dans le paramétrage des modèles, qui sont des outils mathématiques, hein, on ne met pas les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire quand on travaille avec une teneur en CO2 en particulier constante, voilà ce que disent les modèles, courbe rouge, courbe bleue. Bon, c'est des générations de modélisation, hein, ce n'est pas très important pour nous. Et ben, en gros, passé les années 50-60, ils ne sont pas dans le coup, ils sous-estiment. Quand on ne met pas les émissions humaines de gaz à effet de serre dans les outils de modélisation, l'outil de modélisation vous dit en gros, le climat de la Terre ne se réchauffe pas. D'accord ? Quand vous mettez les émissions humaines de gaz à effet de serre dans votre outil de modélisation, mathématiquement parlant, j'entends bien, voilà ce qui se passe. Sans les émissions, avec les émissions, sans les émissions, avec les émissions. Oui ? Attendez, je vous amène un micro pour que tout le monde puisse profiter de votre question. C'est bon. C'est moi qui passe le micro. Vous pouvez rester sur scène. Je suis Bernard François, je suis directeur délégué de la coopérative Océalia, mais agronome de formation et biologiste à mes débuts. Il y a une corrélation évidente entre CO2 et réchauffement climatique, hein, vous l'avez démontré. Ce qui me gêne, c'est la relation de cause à effet qu'on se fait entre les deux, ces deux variables que l'on constate. On constate le réchauffement, on constate l'évolution des gaz à effet de serre et on en déduit, même si vous prenez des précautions oratoires à chaque fois, que l'un est la cause de l'autre. On pourrait aussi inverser les choses, on pourrait dire est-ce que ce n'est pas le réchauffement climatique qui provoque l'augmentation de la teneur en CO2 ? Le réchauffement climatique fait fondre le permafrost, dégagement de CO2, l'élévation de la température de l'océan fait aussi qu'il y a des dégagements de CO2. Voilà. La question que je me pose, c'est comment on en arrive en fait à être aussi certain en fait de la relation de cause à effet du CO2 et du réchauffement climatique. Et je dirais que votre modèle n'est pas une démonstration parce que le modèle ne fait que prendre des constats dans lesquels on a un présupposé d'eux et que forcément, comme c'est un modèle, la simulation du modèle arrive effectivement au présupposé du modèle de départ. Sur votre première question, le questionnement peut valoir sur des périodes historiques dans les gammes de variations avant l'arrivée de l'homme moderne, si vous voulez. L'homme moderne, c'est 200 000 ans. Donc quand on remonte sur 400 et 800 000 ans, la relation de cause à effet, cause-conséquence entre CO2 et température peut être questionnée. Mais sur la période récente, on a une augmentation assez impressionnante de la teneur en CO2, et pas que en CO2 d'ailleurs. En valeur relative, les augmentations sont plus fortes sur certains autres gaz à effet de serre, et une augmentation concomitante de la température, et les deux à des vitesses jamais vues sur les centaines de milliers d'années passées. Donc c'est ça qui renverse un petit peu le doute qu'on pouvait avoir quant à la question qui est la cause et qui est la conséquence. Le questionnement peut valoir sur du temps long. Il n'est plus possible, on peut toujours se poser la question, mais il ne tient plus sur la période récente compte tenu des vitesses d'évolution et des ordres de grandeur qu'on constate et sur la température et sur le CO2. Sur la démonstration, j'ai bien indiqué qu'il y avait 4 éléments dans la démonstration, ce qui revient à dire que, par exemple, ce graphe-là ne suffit pas à lui seul à démontrer la réalité du réchauffement et l'origine humaine de ce réchauffement.
mais la succession des 4 arguments, des indicateurs qui révèlent que le climat de la Terre se réchauffe, l'évolution concomitante de la simultanéité des émissions humaines de gaz à effet de serre et de l'accroissement de la concentration en CO2 de l'atmosphère, la hiérarchisation des facteurs humains et naturels et la capacité des modèles à reproduire le phénomène, ou plus exactement l'incapacité des modèles à représenter le réchauffement si on ne met pas dedans un accroissement des gaz à effet de serre équivalent à celui émanant des activités humaines, c'est l'ensemble de ces 4 arguments qui vaut pour démonstration, et non pas chaque argument pris séparément. Mais je sens que je ne vous ai pas totalement convaincu. Alors, ce qui est intéressant dans ces outils de modélisation, si l'on accepte l'idée qu'ils sont capables, sur le passé, de reconstituer correctement, dans ces grandes lignes, l'évolution du climat, c'est qu'on peut les utiliser pour, alors on n'appelle pas ça prévoir, mais on appelle ça projeter, hein, ce sont des projections. Ils sont intéressants pour décrire ce que peut être le climat de demain. Et quand je dis demain, en fait, c'est à des horizons de temps relativement longs. Alors pour illustrer ça, j'ai pris des scénarios de forte émission, qui sont les scénarios qui permettent, de la façon la plus visible, la plus évidente, de dégager quelques signes forts. Le monde de demain et du siècle qui est commencé est un monde plus chaud. Mais comme vous avez vu que, de la même façon que vous avez vu dans l'animation, la première animation, que le réchauffement ne se fait pas de façon uniforme, les outils de modélisation amènent à aux 2 conclusions suivantes. Une fois dit que le monde de demain est un monde plus chaud, c'est que ce réchauffement est plus fort au pôle, et en particulier en Arctique, que aux latitudes équatoriales ou tropicales. C'est la raison pour laquelle vous voyez des colorations très très sombres au nord, pour des questions de rétroaction, diminution de surface de banquise, diminution de surface enneigée, etc. Bon, à la limite, on pourrait dire là tout de suite que ça chauffe plus en Arctique, c'est peut-être pas notre priorité immédiate. Bon, pourquoi pas. Il y a un deuxième point qui est particulièrement important à connaître, c'est que dans un monde de demain qui se réchauffe, les outils de modélisation nous décrivent un réchauffement plus fort sur les terres émergées, sur les terres, que sur les océans. Ceci pour 2 raisons qui auraient pu se deviner avant même que de faire une modélisation. Les océans évaporent de l'eau et de ce fait limitent le phénomène de réchauffement, contrairement aux terres qui, une fois devenues sèches, n'évaporent plus. Et deuxièmement, les océans ont une inertie thermique beaucoup plus importante que les terres. Donc le réchauffement des océans, dans toutes les modélisations, est toujours beaucoup plus tamponné, si je puis dire, que le réchauffement des terres émergées. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand vous entendez des objectifs type Paris COP21, consistant à dire on va maîtriser les émissions de gaz à effet de serre pour que la température globale, hein, c'est toujours une température mondiale, ne soit pas de plus de 1,5 degré ou 2 degrés suivant où on met la barre, ces ambitions qu'il faut encore mettre en œuvre, hein, là pour le moment c'est plutôt un engagement politique, mais la mise en place n'est pas forcément encore acquise, ces ambitions se rattachent à des niveaux de réchauffement correspondant à la température moyenne du globe. Or, il y a un ratio, un rapport entre la température moyenne du globe et la température sur les terres émergées qui est, suivant où on se trouve, de 1,5, 1,7, 2. Donc en gros, en France métropolitaine, pour un réchauffement mondial de 2 degrés, vous avez en France un réchauffement qui est de l'ordre de 3,5 voire 4 degrés. Donc il y a un rapport extrêmement, qui n'est pas neutre, entre échelle globale et les terres émergées, la France métropolitaine pour ce qui nous concerne, et qui doit nous amener intellectuellement à traduire ces objectifs type COP. Donc ça, c'est un premier point très important.
le contraste entre océan et terre et ce que ça signifie pour nos activités qui, pour une bonne partie d'entre elles, se situent sur les terres émergées et l'agriculture tout particulièrement. Concernant les précipitations, les outils de modélisation décrivent un monde de demain plus arrosé. Quand vous montez le feu sous une cocotte, vous augmentez les échanges d'eau et d'énergie et vous augmentez les phénomènes de circulation. En simplifiant, c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire. Donc, un monde de demain dans lequel, alors représenté ici sous forme d'accroissement des précipitations ou de baisse, accroissement en vert, baisse dans les tons beige, marron, par rapport à une période de référence, fin XXe siècle, le monde de demain, le monde de réchauffement climatique de demain, c'est un monde dans lequel il pleut plus, à l'échelle globale. Mais c'est un monde dans lequel aussi les contrastes entre zones climatiques telles qu'on les connaît aujourd'hui s'accroissent. C'est-à-dire que les zones arrosées deviennent encore plus arrosées, et les zones sèches, il ne peut pas pleuvoir moins que 0, donc il fait sec. Mais les zones semi-arides, méditerranéennes, enfin tous ces climats un peu secs, mais pas totalement secs, deviennent plus secs. Et vous voyez ce qu'il advient du bassin méditerranéen, mais avec une définition très étendue du bassin méditerranéen, la France est concernée par ce phénomène de baisse de précipitations à l'horizon du XXIe siècle. Alors j'ai pris ici un scénario d'émissions de gaz à effet de serre peu maîtrisé parce que ça permet de mieux faire apparaître ces tendances-là, mais vous avez les mêmes trajectoires plus modérées sur des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre davantage maîtrisés. Alors quand on regarde à l'échelle de la France, je ne vais pas vous passer 25 000 cartes de la France en pluie, en précipitation et je ne sais quoi d'autre, mais on peut traduire ça au travers de quelques indicateurs. Ici, il s'agit du nombre de jours de gel en mars, en France, simulé à gauche à la fin du XXe. On fait toujours des exercices de simulation qu'on compare entre eux, y compris pour des périodes passées, qu'on appelle des périodes de référence, parce que du coup, ça permet de corriger les modèles par rapport à des observations. À gauche, vous avez le nombre de jours de gel en mars, au mois de mars en France, à la fin du XXe, à peu près. Et à droite, vous avez le nombre de jours de gel en mars en France, au milieu ou à peine plus du XXIe siècle. Vous voyez qu'à chaque fois, on prend des périodes de 30 ans parce qu'on examine les choses statistiquement. Ce n'est pas de la météorologie, c'est de la climatologie. Donc on prend des grands nombres d'années modélisées et on va ensuite calculer là-dessus des fréquences, des moyennes, des médianes, des mines, des max, etc. Et on va qualifier un climat. Mais on ne va pas vous dire si le premier jour de gel, c'est puisqu'on parle du mois de mars, si c'est le 3 mars ou le 7, et s'il a fait -2 ou -4. Ce n'est pas du tout le sujet, ça c'est de la météo. On décrit dans ces grandes lignes le climat et son évolution. Alors si on se focalise sur le département des Deux-Sèvres pour voir ce que ça donne, on va dire que mars c'est une bonne image du printemps quand même, eh bien fin du XXe siècle, c'est la flèche de gauche, on était entre 2 et 8 jours de gel au mois de mars, suivant l'endroit où on est dans le département. Alors là la projection floute un peu, mais il y a les carrés de différentes couleurs correspondant à ces classes-là. On était entre 2 et 8 jours de gel, suivant les endroits où on se trouve dans le département des Deux-Sèvres, en moyenne sur le mois de mars. Au milieu du XXIe siècle, ça se décale dans la tranche 0,4. Donc le nombre de jours de gel au mois de mars est divisé par plus que 2. Vous voyez également que sur des massifs montagneux, de moyenne montagne ou de plus haute montagne, ce signal est à la baisse partout. Voilà une façon très concentrée, très réduite, de vous manifester la raréfaction des phénomènes froids. On aurait pu prendre une température moyenne, saisonnière, annuelle, etc. C'est une illustration. Sur le plan des précipitations, comme pour la température, il y a des quantités de modélisation pas possibles, donc c'est toujours un peu compliqué d'aller extraire quelque chose qui soit à peu près représentatif de l'ensemble des résultats, d'autant qu'il n'y a pas systématiquement convergence entre tous les exercices de modélisation. Celui-ci permet à peu près de faire la synthèse.
Il consiste à examiner le cumul des précipitations saisonnières en France à l'horizon du milieu du 21e siècle. Alors ce coup-ci, c'est 2035, 2065, vous voyez, ça change à chaque fois, c'est pas très grave. Et en faire la comparaison par rapport à la fin du 20e, mais ce coup-ci, la fin du 20e, c'est 1960-1990. Donc en gros, on a une cinquantaine d'années d'écart. Et comme c'est une comparaison entre deux périodes de 30 ans, on exprime l'évolution en pourcentage, en plus ou en moins. Si c'est en plus, c'est bleu. Si c'est beaucoup plus, c'est bleu foncé. Et si c'est en moins, c'est jaune, orange, rouge. Et le rouge, c'est là où ça baisse le plus. Et puis quand ça ne bouge pas, c'est blanc. Et chaque carré représente une saison, au sens climatologique du terme, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Vous voyez le département des Deux-Sèvres. Petit gain léger en hiver, statu quo au printemps, baisse en été, statu quo en automne. Conclusion, plus en hiver, moins en été. Bon, tout va bien, Madame la Marquise. Il manque juste une chose dans la conclusion, c'est que pendant le même temps, la température augmente. Et la température influence directement l'évapotranspiration. Donc, le bilan à l'année en termes de cumul de pluie est à peu près neutre. Et effectivement, il y a une majorité de modélisations qui considèrent qu'à l'horizon du milieu du XXIe siècle, les cumuls annuels de pluie ne bougent pas trop en France. Ça vaut un peu moins pour le sud de la France, mais bon, on va le dire comme ça. Mais vous avez dans le même temps cette trajectoire des températures qui est assez imparable et son corollaire en termes d'évapotranspiration. Donc quand vous allez un cran plus loin dans les outils et que vous allez par exemple sur le domaine hydrologique, vous arrivez... Ah mais j'ai peut-être zappé quelque chose. Bon, alors c'est pas grave. Vous arrivez à la conclusion, je pensais l'avoir illustré, mais c'est pas le cas, tant pis, que la disponibilité en eau en France souffre de ce apparent statu quo sur les précipitations en cumul annuel, mais augmentation de l'évapotranspiration, qui se traduit par une disponibilité en eau amenée à baisser. Sujet compliqué à aborder pour à peu près tous les secteurs d'activité. Quelqu'un qui est dans les problématiques de traitement des eaux usées urbaines et qui sait qu'il peut compter sur un débit minimum pour avoir un phénomène de dilution et donc pouvoir rejeter des effluents à un certain niveau de pollution, entre guillemets, va être concerné par une baisse de débit à l'horizon de quelques décennies et va devoir commencer à réfléchir à la façon d'avoir des niveaux de traitement plus poussés que vous et moi allons payer par notre facture d'eau, enfin par notre facture d'assainissement, pardon. Sur les centrales nucléaires, vous avez très bien compris que des débits qui baissent se traduisent forcément par une plus grande difficulté à refroidir les centrales. Et vous avez actuellement des travaux qui sont en cours à EDF, visant à mettre au point des systèmes de refroidissement qui sont davantage en circuit fermé qu'en circuit ouvert. Donc oui, j'ai même pas besoin de parler d'agriculture. La baisse de la disponibilité en eau en France, qu'un ensemble de projections semble vraiment esquisser d'une façon de plus en plus forte, concerne tous les secteurs d'activité. Et donc tout le challenge, il est de savoir comment chaque secteur d'activité arrive à porter ses propres intérêts tout en entendant le besoin d'activité des autres secteurs d'activité.